Pour la musique préexistante, il y a peut-être là des problématiques un peu différentes. Pour ce qui est de la négociation, elle porte, donc elle va se faire avec, d'une part, l'éditeur de l'œuvre musicale, d'autre part, le producteur de l'enregistrement de l'œuvre musicale. Et là, on sépare donc les droits. Et là, on sépare les droits de l'éditeur musical et les droits de la moitié de monsieur du producteur phonographique. Qui sont généralement équivalents en termes de... Qui sont généralement équivalents, mais ce qui ne se justifie pas toujours. Alors, c'est ce qu'on appelle la MFN, Most Favored Nation, la cause nation la plus favorisée, mais ce qui, à mon sens, ne se justifie pas toujours. Imaginons que je veuille, je suis producteur audiovisuel, je souhaite avoir Galilon interprété par T-Rex. Il est normal que le coût de synchronisation de l'œuvre musicale soit équivalent au coût d'utilisation de l'enregistrement quand il est interprété par T-Rex. Si c'est Galilon interprété par Michel Coveau de Melun, je ne vois pas pourquoi l'enregistrement, qui peut être un excellent interprète, mais un peu moins connu que T-Rex, pourquoi l'enregistrement serait de la même valeur que l'œuvre musicale elle-même. Souvent, le choix se porte sur l'enregistrement qui a été l'origine de l'œuvre musicale. Mais ça ne se justifie pas nécessairement. Pour moi, c'est pas une règle d'usage qui peut se comprendre, mais qui ne se justifie pas nécessairement. Parfois, on a aussi des demandes qui sont de clauses de la désignation la plus favorisée au sein même de l'œuvre audiovisuelle, à savoir que moi, je suis éditeur de telle œuvre musicale, voilà quel est son prix avec quel héritage. Si vous accordiez une rémunération supérieure pour une autre œuvre musicale ou un autre enregistrement au sein de ce téléfilm, du film que vous produisez, je veux pouvoir à ce moment-là recevoir la même rémunération. Ce qui après est très difficile puisqu'on rentre un peu le sexe des anges. On va se mettre à se demander est-ce que tel morceau a-t-il la même notoriété, justifiant qu'on traite tous les morceaux, toutes les œuvres musicales ou les enregistrements musicaux préexistants au sein du même téléfilm ou du même film cinématographique de la même manière. Est-ce que ça se justifie ou pas? Donc, ça fait partie des discussions assez fréquentes. Et pour ce qui est, on va dire, des enregistrements eux-mêmes, je pense qu'il y a dans ce moment deux problématiques. Il y en a une tout à fait actuelle qui se pose sur le catalogue français des années 69 à 94, et une autre qui concerne une modification qui a été apportée par la DADDSI, la directive des droits audiovisuels. La première problématique concerne donc le répertoire français, dans le français 69-94. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la variété était interprété par l'orchestre d'accompagnement. Gracias ou Michel Delpech, accompagné par l'instant de cet interprète, dont la relation avec le producteur était liée à un contrat de travail normé, lui-même lié à un accord collectif qui a couru entre 69 et 94, dans lequel il était dénoncé. Ces artistes représentés par ce qui s'appelle l'aspect d'âme, l'équivalent très large de sa scène pour les interprètes d'accompagnement, a fait à plusieurs reprises juger que ce contrat de travail normé, l'autorisation que l'artiste accordait au producteur ne valait que pour une exploitation sous forme de phonogramme du commerce. Donc, dès lors qu'on utilisait ce phonogramme du commerce dans un vidéoclip, dès lors qu'on utilisait une autre manière aux fins des communications publiques sport sonore, il est nécessaire de demander l'autorisation préalable de l'interprète. Donc on se retrouve actuellement avec pas mal de contentieux. Dans le domaine du cinéma, c'est plus flagrant que la télévision, où la présidente représentant cet interprète assigne les producteurs cinématographiques et peut-être bientôt audiovisuels si la télévision venait, les producteurs audiovisuels venaient aller piocher dans ce répertoire 39-94 afin d'obtenir des rémunérations complémentaires, autre celle que peut demander le producteur qui lui voulait renseigner les droits. C'est un peu le bazar. Vraiment pas le détail. Mais c'est le bazar. Voilà. Et la seconde
Et là, ça, après, vous entendrez plus parler de moi. Deux petites questions là-dessus. Oui. Quand vous dites artiste-interprète, c'est le chanteur principal comme Michel Delpech ou aussi l'arrangeur, l'accompagnateur, l'orchestre de Bob Kibel et le saxophone? Ce serait l'orchestre de Bob Kibel. D'accord. Ceux qui accompagnent Michel Delpech, qui lui était lié par des accords avec sa maison de disques différents, avec une session de droit plus large que les interprètes d'accompagnement qui accompagnent Michel Delpech. D'accord. Et la deuxième question, c'est avant 69? Avant 69, il n'y avait pas d'accord particulier. Donc, c'est en fonction de ce qu'on peut retrouver, de ce que les maisons de disques peuvent retrouver dans leurs archives. En tout cas, ce qu'elles savent, c'est qu'entre 69 et 94, tous les contrats conclus de cet accompagnement en France étaient sur le modèle qui était lié à l'accord collectif. Oui, puisqu'à ce moment-là, le syndicat national des éditions cinématographiques a dénoncé l'accord. Et à ce moment-là, il y a des contrats de cession qui sont intervenus où l'artiste cède tous ses droits d'exploitation, ce qui en principe ne va pas poser de difficulté pour les exploiter son dossier. La second problème, et après, on va parler de choses beaucoup plus excitantes parce que je vous le dis, mais concerne un amendement qui a été apporté à la loi 385 sur les droits voisins, qui est rédigé tellement mal qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire, sauf que certains interprètent comme étendant ce qu'on appelle la rémunération équitable à la télévision. Si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez, mais quand une radio ou une discothèque passe un disque, elle doit régler un équivalent de la SACEM qui s'appelle l'ASTRE, et la rémunération qui est réglée va pour moitié aux interprètes, pour moitié aux producteurs. Cette rémunération est la contrepartie du fait que la radio, le public, la discothèque n'a pas demandé à chaque fois qu'elle passe le disque à l'interprète, le producteur, pour le passer. Et la loi le prévoyait en principe, donc il y a une exception. L'exception, c'est la rémunération équitable. La question s'est posée de savoir si les télédiffuseurs, lorsqu'ils utilisaient ces phonogrammes, avaient la même obligation, ou est-ce qu'ils avaient la même possibilité de diffuser, ou est-ce qu'ils avaient l'obligation, eux, de demander l'autorisation préalable. La Cour de cassation a globalement dit, dès lors que vous utilisez un disque du commerce dans une émission, il perd sa qualité de disque du commerce. Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exception. Par conséquent, vous devez demander l'autorisation préalable des producteurs et des interprètes. Quand on a les documentaires, on a les 3 quarts d'heure de l'air dedans, c'est uniquement parfait. Autrefois, pour les téléfilms, se comporter comme tel. Mais là, l'amendement vise à étendre, alors encore une fois, il est assez compliqué à comprendre, et tout le monde n'a pas uniquement la même interprétation, mais il vise à étendre la rémunération équitable pour sonoriser les émissions produites par les chaînes, par les diffuseurs, ou produites pour leur compte par les tiers. Ce qui vous pourrait laisser entendre que le fait de reproduire un enregistrement préexistant dans une œuvre produite par une chaîne ne nécessiterait peut-être pas l'autorisation préalable du producteur ou de leurs interprètes, sauf pour le moment oral, une autre question, et que là, la rémunération équitable pourrait s'appliquer en plein. Ce qui pourrait, vraisemblablement, poser des problèmes d'interprétation entre producteurs phonographiques et producteurs audiovisuels, notamment si les chaînes étaient coproductrices. Je vous sens très silencieuse. Est-ce que vous voulez réagir dessus ou pas? Fabrice, doucement. Moi, je trouve que c'est un peu plombé l'ambiance. D'accord. Alors, je vais essayer d'avoir un peu de polémique. Parce qu'on entend souvent dans le monde de la musique dire que les gens de fiction n'ont pas la culture musicale.